Donc pour cette conférence, nous avons Léo Dutrio, qui est maître de conférence en psychologie et sciences cognitives à l'Université de Lyon, et qui va nous parler de comment l'expérience façonne nos concepts et quelques applications de cette idée. Donc merci à lui. Il y aura 40 minutes de conférence et 10 minutes de questions à la suite. Donc vous pouvez vous noter vos questions et les poser après. Bonjour tout le monde, merci à Estigma pour l'organisation de cette journée. Et donc, je vais donc vous présenter cette présentation qui parle de comment l'expérience façonne nos concepts et certaines applications qui vont principalement concerner des applications à la santé. Alors, lorsque une personne réfléchit, lorsqu'une personne pense, lorsqu'une personne cherche à se souvenir de quelque chose, il ne sera pas rare de voir cette personne faire les 100 pas, de faire des gestes, de fermer les yeux pour imaginer quelque chose. Donc, par exemple, quand j'oublie ma clé quelque part, ce qui arrive régulièrement, je vais fermer mes yeux et je vais me dire « alors j'ai été là, j'ai été là, j'ai été là ». Et donc, je vais essayer d'imaginer le parcours que j'ai fait dans ma journée pour savoir où que j'ai bien pu perdre mes clés. Et donc, il semble que pour penser, pour réfléchir, le corps, le système sensoriel, le système moteur peuvent avoir ont un rôle dans la pensée. Donc ça pourrait paraître évident, mais pourtant, les sciences cognitives n'ont pas toujours été d'accord avec cette idée. Dans les années 50, les sciences cognitives se sont développées dans le contexte de l'informatique, des sciences computationnelles, et pour cette raison, le cerveau a été comparé, et est toujours comparé très souvent, à un ordinateur. Dans ce cadre-là, de la même manière qu'un ordinateur reçoit les informations par la souris ou par le clavier, puis traite ces informations dans l'unité centrale, puis les envoie à l'écran, eh bien, le corps humain recevrait les informations par les systèmes sensorimoteurs, puis traiterait ces informations dans la cognition centrale, le cerveau, et ensuite enverrait l'information dans les systèmes moteurs. Dans ce cadre-là, la cognition centrale serait conçue comme un système de traitement de l'information abstrait. D'accord ? Tout serait très abstrait, et les systèmes sensorimoteurs ne seraient que des modules d'entrée et de sortie, des périphériques, qui auraient peu de rôle, en fait, dans la pensée. Donc de la même manière, l'idée c'est que, par exemple, dans un ordinateur, si je change la souris ou si je change l'écran, ça ne va pas changer la manière dont l'ordinateur fonctionne. L'unité centrale, le processeur, ne va pas changer de fonctionnement. Donc, un exemple de la manière dont les théories cognitives classiques concevaient la cognition, c'est, par exemple, comment est-ce que cette théorie-là concevait les concepts. Donc, par exemple, un concept, dans cette optique-là, ce serait, par exemple, une liste de propriétés. D'accord ? Un petit peu comme une liste de courses ou comme une liste de cuisine. D'accord ? Donc, par exemple, une pizza serait conçue comme une liste de propriétés, donc avec une pâte, avec une pâte, la sauce tomate, la mozzarella, du basilic, du sel, de l'huile d'olive et pas d'ananas. Et donc, l'idée, c'est que ici, vous avez juste une liste de propriétés, d'accord, abstraite. Ce serait juste comme une définition de dictionnaire. Dans les années 80, s'est développée la théorie de la cognition incarnée, ou les théories, en réaction contre les théories classiques cognitives. Dans cette théorie-là, l'idée est que plutôt que d'être un module isolé, la cognition va émerger d'un ensemble de domaines. Donc la cognition va émerger des modalités sensorielles, du corps, donc de la motricité, de l'environnement physique, mais aussi de l'environnement social. D'accord ? Donc il va y avoir une émergence de la cognition de tous ces systèmes qui vont interagir. Donc ici, c'est l'idée que l'esprit, comprendre l'esprit, ça ne peut pas se faire sans comprendre, sans prendre en compte le contexte du corps et des interactions de ce corps avec l'environnement. Donc, pour reparler des concepts, pour la cognition incarnée, un concept, c'est quoi et comment ça s'acquiert ?
Alors, pour l'acquisition, par exemple, au cours de ma vie, au cours de votre vie peut-être aussi, j'ai eu de nombreuses expériences de la pizza. Ok ? Et ces expériences-là, ça c'est pas une pizza, pardon, ces expériences-là vont mener des activations dans mon cerveau. Ces activations vont pas être les mêmes, mais ces activations vont se superposer. D'accord ? Parce qu'une pizza va avoir en moyenne une certaine apparence. D'accord ? Donc il va y avoir des activations cérébrales différentes, mais partiellement similaires. Donc ça va activer une certaine apparence de la pizza, une certaine odeur, un certain goût, une certaine action. D'accord ? Et peut-être même un certain bruit de la pizza. Si pour vous une pizza c'est un bruit, je ne suis pas sûr. Mais l'idée c'est que ça va activer des réseaux neuronaux qui vont être communs aux différentes expériences de la pizza. D'autres réseaux, par exemple, ça peut être le contexte social. D'accord ? Souvent, on va manger les pizzas avec des gens. Les possibilités d'action, l'émotion, donc le plaisir que vous avez lorsque vous mangez une pizza. Toutes les expériences qui sont liées à l'expérience de la pizza. Donc, par la suite, lorsque vous allez devoir traiter le concept de pizza, d'accord ? L'idée, c'est que si on vous dit le mot pizza, vous allez réactiver l'ensemble de ces expériences qui sont liées à la pizza. Donc l'apparence de la pizza, l'odeur de la pizza, le goût de la pizza, l'action que vous faites pendant que vous mangez une pizza. Et donc, dans ce contexte, le traitement conceptuel, c'est en fait une simulation partielle de l'expérience de la pizza. D'accord ? Donc vous allez réactiver les mêmes réseaux qui sont liés à l'expérience réelle de la pizza pour comprendre le concept de pizza. Donc ça signifie de réactiver le cortex visuel, le cortex auditif, etc. Donc ici, plutôt que d'avoir des concepts qui sont abstraits, d'accord ? Donc tout à l'heure, je vous ai montré les concepts sous la forme d'une liste de propriétés, d'accord ? Ici, on a des concepts qui sont concrets, qui vont simuler, c'est presque une image, parce que c'est pas conscient, mais c'est une image presque de la pizza. Okay ? Donc c'est quelque chose de beaucoup plus imagé. Donc pour récapituler, avec la pizza, donc j'ai plusieurs expériences de la pizza au cours de ma vie. Toutes ces expériences-là vont créer un concept. Et lorsque je vais dire le mot pizza, ça va réactiver ce concept et ça va créer une simulation sensorimotrice du concept. Alors, l'étude de la cognition incarnée, pendant très longtemps, ça a été l'étude des fonctions cognitives basiques. D'accord ? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, depuis le début, c'est l'étude des concepts, l'étude de la compréhension du langage, etc. Donc ça restait des processus cognitifs basiques. Mais de plus en plus, on a commencé à essayer d'appliquer cette théorie à des domaines de la vie courante. Beaucoup ont concerné l'éducation, de par la connexion entre la cognition incarnée et les concepts, donc notamment sur l'apprentissage de lecture, l'apprentissage des mathématiques, de la physique, mais aussi de plus en plus sur la psychothérapie, donc les psychothérapies corporelles par exemple, la psychothérapie par la danse, donc tout ce qui est lié à l'exercice du corps pour le soin, la pleine conscience, donc faire attention à son corps, etc. Donc c'est très lié aux théories de la cognition incarnée, mais aussi, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, la cognition de la santé physique et morale. Alors, je vais vous présenter deux groupes de travaux que j'ai conduits principalement à l'université de Glasgow avec le professeur Larry Bersalou. Et ici, donc il y aura un premier groupe qui va parler de concepts de nourriture et donc d'intervention sur le comportement alimentaire, et un deuxième groupe de recherche qui va concerner la méthode d'évaluation située que je vais décrire plus tard. Donc commençons par ceci. Alors, vous vous rappelez ce petit graphique, d'accord ? Donc ici, on a un concept qui est en fait une sorte de somme, une sorte de moyenne de l'expérience sensorimotrice qu'on a du concept de pizza, d'accord ? Et donc, si je réactive ce concept,
avec un déclencheur. D'accord ? Le déclencheur, ça peut être un mot, mais ça peut être par exemple l'odeur de la pizza. Je passe dans la rue, je sens l'odeur de la pizza, oh tiens, j'ai faim. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc, en sentant l'odeur de la pizza, par exemple, ça va déclencher une simulation sensorimotrice de tout ce qui est de l'expérience de la pizza. Okay ? Le problème, c'est dans l'expérience sensorimotrice, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas seulement l'aspect, il n'y a pas seulement le goût, etc. Vous allez aussi avoir le plaisir que vous allez réactiver. D'accord ? Et ce plaisir que vous allez réactiver, eh bien, ça peut créer une motivation, ça peut donner faim, ça peut donner la motivation d'aller manger cette pizza. Donc, la plupart du temps, ça peut être sans problème, mais si on a des problèmes de comportement alimentaire, si on essaye de faire un régime, par exemple, ça peut poser un problème. Donc, dans cette optique, on a voulu créer une intervention pour aider les personnes à contrôler leur comportement alimentaire. Donc, on a créé une intervention qu'on a appelée entraînement situé, d'accord ? Où, en fait, pourquoi situé ? Parce qu'on rajoute des situations, des expériences liées au concept. D'accord ? Donc, l'idée, c'est par exemple si on rajoute une nouvelle expérience. D'accord ? Si on rajoute une nouvelle expérience, donc une nouvelle situation dans laquelle la pizza est présentée sous un aspect de santé. D'accord ? Et on rajoute plein d'expériences de cette manière-là. Eh bien, on va biaiser, on va décaler un petit peu toutes ces expériences vers l'aspect santé. D'accord ? Donc on va réactiver toutes ces traces mnésiques, on va réactiver aussi toutes nouvelles traces mnésiques qui sont liées à la santé. D'accord ? Et donc l'idée, c'est que ça va modifier notre concept de la pizza, qui va être plus teinté, si vous voulez, de cette histoire de santé. Ça devrait modifier notre simulation sensorimotrice et, espérons-le, modifier ou supprimer même la motivation pour manger une pizza. Donc, ici, dans cette expérience, l'expérience se déroulait sur 2 jours. D'accord ? Le premier jour, c'était donc une expérience en ligne, en l'occurrence, donc présentée comme une étude consommateur. Okay ? Ici, on a 3 groupes qui ont eu 3 différentes expositions, avec 200 participants dans chaque groupe. Un groupe a été exposé à la santé, je vais développer ce que ça veut dire juste après, et un autre groupe a été exposé à une exposition hédonique, donc liée au plaisir, et un autre groupe n'a pas eu d'exposition, ça va être notre groupe contrôle. On a utilisé 48 nourritures, 24 saines et 24 non saines. J'ai essayé de traduire healthy, c'est pas facile. 24 saines et 24 non saines, et on a aussi, par ailleurs, mesuré différentes caractéristiques des individus, notamment utilisant un questionnaire d'habitudes alimentaires, d'accord, pour savoir les participants qui disent avoir de bonnes habitudes alimentaires et d'autres participants qui disent avoir de mauvaises habitudes alimentaires, et l'indice de masse corporelle. Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu à quoi ressemble cette phase, donc cette phase d'exposition. Donc ici, par exemple, le plat, c'est dinde avec une poignée de légumes, d'accord ? Et donc, les participants qui sont en exposition de santé, ils doivent juger cette nourriture sur différentes propriétés liées à la santé. Okay ? Donc l'idée, c'est de rajouter, encore une fois, une expérience, une situation dans laquelle cette nourriture va être perçue, va être vécue dans l'optique de la santé. Okay ? Donc on va créer un nouveau souvenir dans notre trace mnésique. Et donc ici, pour la santé, favorise la minceur, riche en nutriments, peu calorique, pauvre en gras, etc. Ici, vous avez un exemple avec une exposition hédonique. Donc, dans ce cas-là, les participants, donc c'est un autre groupe de participants, d'accord, qui doivent juger les mêmes nourritures, mais cette fois-ci sur des dimensions de plaisir. Ici, vous avez donc un exemple aussi de nourriture non saine. Alors, donc, les participants dans le jour 1, ils devaient donc regarder les 48 nourritures, d'accord, et devaient tous les juger sur ces dimensions-là. Soit sur une dimension de santé, soit sur une dimension de plaisir. Le jour 2, que tous les participants doivent faire, d'accord, qui est présenté comme une seconde étude consommateur, d'accord, qui n'est pas liée à celle d'avant. Donc c'est présenté juste, l'étude d'avant, elle était trop longue pour le faire en une seule fois. Du coup, on le fait en 2 fois et on fait cette deuxième journée.
Donc les participants ont tous reçu les 48 mêmes nourritures, d'accord? Et ici, ils devaient notamment réaliser un jugement de préférence. D'accord? Donc à quel point ici, mangerez-vous ce plat pour dîner? Okay? Donc ici, de -3 à 3, est-ce que vous mangeriez ce plat pour dîner? Donc, je vais vous présenter d'abord les résultats pour le groupe contrôle. D'accord? Le groupe contrôle, ils n'ont pas eu de phase d'exposition. Ils ont eu seulement un jour 2. Donc, le groupe contrôle, de manière peu surprenante, en fait, le groupe contrôle, il préfère la nourriture non saine que la nourriture saine. Bon, c'est malheureux, mais c'est pas très surprenant. Pour le groupe qui était en condition hédonique, donc de plaisir, à quoi on s'attend? On s'attend à ce que cet effet-là soit encore plus grand, parce que l'aspect plaisir devrait être encore plus important dans leur concept de pizza, par exemple, et que ça devrait avoir un effet encore plus important sur la différence entre ces deux-là. Et de manière assez forte, on observe bien un effet assez important ici. Vous voyez que l'écart entre les deux, entre la préférence pour les nutriments non saines et saines, est encore plus important après une exposition hédonique. Il faut bien voir ici que les participants, on leur a posé la question, ne se sont pas rendus compte du lien entre le premier jour et le deuxième jour. D'accord? Donc, un jour après, cette exposition hédonique a eu un effet sur leur préférence alimentaire le jour d'après. Ensuite, pour l'exposition à la santé, on s'attend à ce que cette fois-ci, les propriétés de la santé soient plus saillantes en mémoire pour ces participants-là. Donc on s'attend à ce que cet effet-là soit réduit. D'accord? Que l'aspect santé ait plus d'importance. Ce qu'on observe, c'est à peu près ça. D'accord? En tout cas, descriptivement, ça pourrait laisser penser que. Malheureusement, statistiquement, il n'y a pas d'effet. D'accord? Donc ici, en fait, l'exposition à la santé, statistiquement, n'a pas eu d'effet, malheureusement, sur les préférences alimentaires des participants un jour plus tard. Est-ce que ça veut dire que l'exposition à la santé a été inefficace? Ce qui serait un petit peu triste, parce que c'est un petit peu l'objectif de la recherche, c'est un petit peu d'aller vers la santé. Donc c'est un petit peu. En réalité, c'est pas tout à fait si simple. En fait, ce qu'on a observé, c'est que cette efficacité de l'exposition à la santé va dépendre de caractéristiques individuelles, va dépendre des différences interindividuelles. Donc on a trouvé plusieurs choses. Le plus intéressant qu'on a trouvé, c'est cette interaction entre habitudes alimentaires. Donc je vous rappelle le questionnaire qu'on a donné tout à l'heure, que je vous présentais tout à l'heure, sur les habitudes alimentaires, l'indice de masse corporelle et l'exposition. Alors, par exemple, ici, vous avez cette condition sans exposition, donc le groupe contrôle. En bas, là, vous avez les habitudes alimentaires, et donc ça signifie qu'ici, les participants qui sont ici sont les participants qui disent avoir de bonnes habitudes alimentaires. Okay? Et ici, j'ai essayé d'attirer l'attention sur cette courbe-là, sur cette courbe-là, qui correspond aux participants avec l'IMC le plus important. Et vous voyez que les participants qui ont l'IMC le plus important, et qui disent avoir de bonnes habitudes alimentaires, ont tendance à avoir une préférence, un désir plus important pour toutes les nourritures. D'accord? Donc ici, en fait, c'est comme si il est possible que les participants qui aient un IMC élevé en disant qu'ils ont des bonnes habitudes alimentaires, en réalité, ils pensent peut-être avoir de bonnes alimentaires, mais au final, en termes de désir, ils ont du mal à mettre ça en pratique. Après l'exposition à la santé, cet effet-là, vous voyez, cet effet-là disparaît complètement pour ces participants-là. C'est comme si, en fait, l'exposition à la santé permettait pour ces participants qui ont un objectif de manière évidente de perte de poids, ces caractéristiques-là devenaient plus évidentes, plus saillantes en mémoire, et ça les aidait ensuite à corriger leurs préférences alimentaires, leur désir pour la nourriture. Donc ici, pour résumer ici, les deux expositions semblent avoir un effet sur le choix de la nourriture, mais l'effet de l'exposition à la santé va dépendre des différences interindividuelles. Donc ça nous informe un petit peu sur comment est-ce que les politiques publiques peuvent s'organiser pour faire de la communication sur les comportements de santé.
Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a observé des effets sur les préférences individuelles un jour plus tard avec une seule exposition. Donc la question qu'on se pose maintenant, pour la suite, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer si on arrive à avoir une exposition quotidienne, si on arrive à avoir ce type d'exercice tous les jours pour des participants ou pour des patients. D'accord ? Et donc, par exemple, on est en train de un petit peu, en tout cas avec Glasgow, ils sont en train de développer une application, d'accord, où on permettra aux participants, enfin pour le coup aux patients, de réaliser cette exposition qui, espérons-le, permettra de corriger leur comportement alimentaire. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, qui est la méthode d'évaluation située. Alors, avant de parler des méthodes d'évaluation située, j'ai un petit peu décrit ce que c'était que situé à un moment, mais on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire pour la cognition d'être situé ? En fait, c'est un concept assez simple, en fait. Donc, par exemple, imaginons j'ai un ami italien, d'accord ? Et cet ami italien me dit on va manger une pizza, d'accord ? Dans ce cas-là, j'ai peut-être imaginé ce type de pizza-là. Donc une margarita, simple. Si j'ai un ami, par exemple, imaginons que j'ai un autre ami, mais un ami américain. Cet ami américain va me dire la même chose. Et pourtant, mon interprétation du mot pizza va peut-être être différente. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que l'interprétation du concept, la manière dont on va comprendre le concept, va être située, va dépendre du contexte d'énonciation. Okay ? Donc c'est ça qu'on entend par situer, c'est qu'on ne va pas traiter un concept de manière isolée, d'accord ? C'est assez rare, il y aura toujours un contexte. Et donc les traitements cognitifs vont dépendre du contexte, de la situation dans laquelle on est au moment présent. Alors, maintenant qu'on a un petit peu juste décrit ce que c'était que la cognition située, je vais parler de questionnaire. Alors, pourquoi de questionnaire ? Parce que c'est une approche classique pour évaluer les comportements de santé par les différences interindividuelles. Donc, on va essayer de voir quelles sont les différences interindividuelles sur les comportements de santé. Donc, par exemple, ici, sur l'échelle de self-control, d'accord ? Ou l'échelle de stress perçu, donc à quel point on est stressé ou pas. Ou sur l'échelle sur les questionnaires sur l'alimentation à 3 facteurs. Donc là, je vous ai mis quelques items. D'accord ? Je suis capable de travailler efficacement pour des objectifs à long terme. De 1 à 5. Au cours du mois dernier, à quelle fréquence avez-vous des difficultés à gérer les choses que vous aviez à faire ? Quelle est la probabilité que vous décidiez consciemment de manger moins que ce que vous voulez ? Est-ce que vous arrivez à voir, par rapport à cette idée de cognition située, quel est le problème pour ces items ? Par exemple, pour l'échelle de self-control, je suis capable de travailler efficacement pour des objectifs à long terme. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ces questions, c'est ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si mon objectif à long terme, c'est d'essayer toutes les pizzerias de la ville, je serais très très motivé. Si mon objectif à long terme, par exemple, ça va être si un objectif à long terme, ça va être de lire plein d'articles scientifiques, ça va moins bien marcher. Ça va dépendre de quel objectif à long terme on parle. Okay ? Et c'est le cas en fait de toutes ces questions. D'accord ? À quelle fréquence avez-vous des difficultés à gérer les choses que vous avez à faire ? Ça dépend de ce qu'on avait à faire. D'accord ? Ça va dépendre du mois. Sur l'alimentation à 3 facteurs, quelle est la probabilité que vous décidiez consciemment de manger moins que ce que vous voulez ? Ça va dépendre de la situation. Si je suis avec des gens, si je suis en repas de famille, etc. Donc le problème de la plupart des questionnaires que vous avez eu à faire, vous en avez sûrement fait vous-même dans votre vie, c'est que ces items vont inclure des items décontextualisés, qui seront hors situation. Et donc l'objectif avec la méthode de test qu'on a voulu créer, c'est de remédier à ce problème-là. Donc l'idée est que les questionnaires ne vont pas prendre en compte les situations spécifiques dans lesquelles les comportements s'inscrivent. Donc par exemple pour le stress. À quel point ressentez un item qui serait peut-être meilleur, c'est à quel point ressentez-vous du stress lorsque vous devez nous donner une conférence. Okay ? Je donne une situation, et ça semble plus facile de faire une simulation d'une situation en particulier, d'accord, une simulation sensorimotrice, et de me dire, ok, dans ce contexte-là, je me sens stressé.
à tel niveau, que de devoir récupérer toutes les situations dans lesquelles je suis stressé et de devoir devoir faire une abstraction de « Ok, en moyenne, je suis stressé à 3 ou à 4. » Ok ? Ça paraît beaucoup plus simple d'extraire une situation en particulier et de me dire, dans ce type de situation-là, je suis stressé à tel point. Un autre problème de ces questionnaires décontextualisés, c'est que parfois, ils ne sont pas efficaces. Par exemple, l'échelle de stress perçu ne va pas prédire le taux de cortisol ou la réponse immunitaire, qui sont des marqueurs du stress. Donc ça pose problème pour une échelle qui est supposée évaluer le stress. Aussi, ce type d'échelles vont parfois évaluer juste peut-être des théories intuitives de soi. Donc par exemple, j'ai peut-être l'idée que je suis stressé, que je suis une personne stressée. D'accord ? Et en fait, quand on va me demander si je suis stressé, du coup, j'ai une sorte d'idée de moi-même que je suis stressé, mais alors qu'en fait, c'est pas si vrai que ça. Je suis stressé peut-être dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Donc en fait, ça reflète peut-être juste un stéréotype ou une idée de soi plutôt que la réalité. Et donc pour remédier à ça, on a donc créé une autre méthode de questionnaire, ce qu'on a appelé SAM Square ou SAM au carré, vous le faites vous dites comme vous voulez, qui va évaluer les comportements de la santé en prenant en compte 2 dimensions de la situation. D'abord, la richesse de l'expérience situationnelle. Donc par exemple, ici, je prends l'exemple des habitudes. D'accord ? Donc c'est le premier questionnaire qu'on a développé, c'est sur les habitudes. Donc on va échantillonner un nombre de représentations, de situations importantes. Donc ici, on a pris 80 habitudes, des habitudes positives, manger des fruits, faire de l'exercice, prendre du temps pour se détendre, et des habitudes négatives comme boire de l'alcool, être sédentaire pendant longtemps, utiliser des substances pour se détendre. Okay ? Donc on a essayé de prendre un échantillon représentatif des comportements qu'on peut avoir au quotidien. Ensuite, on a essayé d'échantillonner aussi différentes caractéristiques de l'expérience qui est liée au comportement d'intérêt. Donc, dans un comportement habituel, quelles sont les caractéristiques de la situation qui sont présentes, qui sont importantes dans mon comportement habituel. D'accord ? Donc, par exemple, ici, la première caractéristique importante, c'est la régularité. D'accord ? La définition d'une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Okay ? Donc, on va demander aux participants à quel point ils font cette habitude de manière régulière ou pas. Okay ? Ensuite, on va lire la littérature, d'accord ? Et on va voir dans cette littérature le nombre de facteurs, de prédicteurs qui sont importants pour la littérature sur les habitudes. Donc on en a identifié 6, d'accord ? Qui sont ceux-là, donc la constance situationnelle, l'automaticité, les récompenses immédiates, d'accord ? La récompense à long terme, je vais les décrire juste après, la valence et le conflit. Et l'idée, c'est qu'on va voir à quel point ces variables-là, ces facteurs, vont prédire la fréquence, la régularité, et donc de ce comportement-là. À quel point ces facteurs-là vont être importants pour une habitude, pour une habitude en particulier. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Donc on a 80 habitudes, ok ? Et pour chacune de ces 80 habitudes, pour chaque participant, on va leur demander de faire un jugement de fréquence. Donc à quelle fréquence produisez-vous ce comportement ? Un jugement de constance situationnelle. Donc ici, la constance situationnelle, c'est à quel point produisez-vous ce comportement dans la même situation, au même endroit et au même moment. Ensuite, de récompense immédiate. Donc à quel point produisez-vous ce comportement parce qu'il vous fait du bien sur le moment. Et long terme, à quel point produisez-vous ce comportement parce qu'il vous bénéficiera sur le long terme. Enfin, un jugement de conflit. À quel point ressentez-vous du conflit entre vouloir et ne pas vouloir produire ce comportement ? Et l'automaticité, à quel point produisez-vous ce comportement automatiquement, sans y penser et sans effort. Donc on a 80 situations, 80 comportements que tous les participants doivent juger sur toutes ces échelles. Okay, donc 6 fois 8 jugements par participant. Okay, donc on a pas mal de participants, vivent les études en ligne, d'accord, qui ont à peu près toute la même structure. Je vais présenter tous les résultats en même temps. Et donc, avec cette méthode-là, on peut d'abord faire une étude du groupe, des résultats du groupe.
Donc la question ici, c'est quels sont les prédicteurs les plus importants de la régularité de l'habitude. D'accord ? À quel point le groupe va, 10 minutes, va prédire la régularité. Et donc on peut se retrouver avec ce genre de graphique. Donc là, il y a les résultats pour toutes les études, d'accord, ici. Mais donc vous voyez ici que le prédicteur le plus important de l'habitude, d'un comportement habituel, ça va être la constance situationnelle. Donc l'idée qu'on va réaliser une habitude, qu'une habitude va devenir une habitude, d'autant plus si ce sera toujours au même moment, d'accord. Je prends mon fruit à la fin du repas, c'est toujours à la fin du repas, d'accord. Ou toutes vos habitudes du matin, d'accord. Vous les faites chez vous, dans le même cadre, dans le même ordre, etc. C'est constant, la constance situationnelle. Ensuite, vous avez ici l'automaticité. Donc, une chose devient une habitude, d'autant plus quand elle est faite de manière automatique, sans y penser, etc. Donc ici, vous avez ensuite le prédicteur le plus important, c'est à savoir s'il y a des récompenses immédiates, des récompenses à long terme, etc. D'accord ? Donc on peut voir quelle est l'importance de ces facteurs-là pour la création d'habitudes. Et encore une fois, ça peut informer ici les politiques publiques sur savoir si on veut changer des habitudes, sur quel facteur on peut cibler en termes de politique publique. De manière peut-être plus intuitive, en termes thérapeutiques, on peut regarder on peut regarder l'importance de ces facteurs pour chaque individu. D'accord ? Donc on peut créer un modèle prédicteur pour voir qu'est-ce qui va prédire la régularité pour chaque individu. Okay ? Donc ici, une ligne, c'était un participant. Okay ? Une ligne, si vous voyez une ligne, là, c'est un participant. Et pour chaque participant, ici, vous avez en rouge, c'est les facteurs qui sont très corrélés avec la régularité de ce participant. D'accord ? Quel facteur va prédire la régularité de ce participant de manière forte? Et en bleu, c'est donc c'est une corrélation négative. Okay ? Et en fait, vous voyez que pour chaque participant, vous avez des profils très différents. D'accord ? Pour chaque participant, par exemple, ici, vous avez des participants pour lesquels le conflit, quand on se sent en conflit, eh bien, ça va rendre moins favorable la formation d'une habitude. Par contre, vous avez des participants un petit peu étranges, là, où être en conflit, d'accord, être en conflit avec soi-même, ça va favoriser la mise en place d'une habitude. Donc c'est un peu étrange, mais ça veut dire que pour ces participants-là, peut-être qu'il va falloir cibler ce conflit pour contrer l'habitude, d'accord, si on veut changer l'habitude de quelqu'un. Et donc vous voyez que pour chaque participant, vous allez avoir un profil différent, et potentiellement ça va informer le clinicien sur quel facteur il pourra jouer s'il veut changer l'habitude du patient. Donc, voilà un petit peu le potentiel qu'on chercherait à atteindre avec cette méthode-là. Un autre avantage de Sam O'Carré, c'est qu'on peut l'appliquer à tout un tas de comportements. Donc, par exemple, ici, il a été adapté au comportement alimentaire. Donc, on a fait exactement la même chose. On a fait un échantillon de nourriture. On a choisi 177 nourritures. Et on a pris tous ces facteurs-là, d'accord, pour prédire la fréquence. D'accord ? Donc ici, nous, ce qu'on veut voir, c'est quels sont les facteurs qui prédisent la fréquence d'ingestion d'une nourriture, d'accord ? Et l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre donc quel est le facteur le plus important au niveau du groupe, mais surtout au niveau de l'individu, d'accord ? Donc savoir si c'est le facteur, si c'est bon pour la santé, savoir si je mange cette nourriture parce qu'elle est bourrative, si elle est sucrée, si elle est amère. Est-ce que je mange cette nourriture souvent parce qu'elle me procure de la satisfaction émotionnelle? Est-ce que je mange cette nourriture de manière automatique? D'accord? Est-ce que je mange cette nourriture-là parce que la connexion sociale, c'est à savoir si je mange cette nourriture-là parce qu'elle me connecte avec les autres? D'accord? Donc parce que je le mange dans un repas de famille ou au restaurant avec des amis, etc. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir aussi une prédiction au niveau du groupe. Okay, donc ici, ça nous informe de manière... J'avais été assez surprise de ces résultats, que le premier prédicteur, le prédicteur le plus important, c'est l'automaticité. D'accord ? La raison pour laquelle on mange une nourriture le plus fréquemment, c'est parce qu'en fait, on la mange sans y réfléchir, de manière automatique. La deuxième, c'est la connectivité. Ça m'a aussi surpris, mais c'est l'idée qu'on va manger une nourriture fréquemment parce qu'elle va nous connecter avec les autres. Donc, par exemple, je parlais de la pizza, mais donc on va peut-être manger une pizza fréquemment parce que c'est un endroit où on va avec des amis pour manger une pizza. Par exemple, il y a aussi la bière dans notre échantillon. Donc, clairement, la bière, c'est quelque chose qu'on va boire en compagnie, qui va servir de connecteur social avec notre environnement.
etc. Ici, donc là, c'est plus, on va manger quelque chose fréquemment parce que ça va nous sentir, on va sentir de la satiété, parce que c'est bon pour la santé, parce que ça nous satisfait émotionnellement, etc. Et ce qui est important ici, c'est que on peut aussi donc regarder pour chaque participant qu'est-ce qui prédit leur fréquence de consommation d'un aliment. D'accord ? Donc l'idée, c'est que pour chaque participant, donc, par exemple, si un patient vient avec des problèmes de comportement alimentaire ou vient avec le désir de perdre du poids, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui, dans son comportement alimentaire, prédit la fréquence d'alimentation, d'accord ? Et on va pouvoir encore cibler ce facteur en particulier pour le patient, pour l'aider à changer son comportement alimentaire. Donc vous voyez ici, par exemple, sur le facteur healthiness, c'est un facteur qui est important pour certains participants, mais pas pour d'autres. Le facteur prix, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important pour certains, pas pour d'autres. Et donc vous voyez que pour chacun de ces facteurs, en fait, il y a une variabilité assez importante, sauf pour l'automaticité, qui va nous permettre de cibler certains facteurs plutôt que d'autres, selon le patient. Une autre application qu'on a développée et qu'on est en train de publier là, en ce moment, c'est une application sur la trichotillomanie. D'accord ? La trichotillomanie, c'est la tendance compulsive de se tirer les cheveux, okay ? Donc de s'arracher les cheveux. C'est un trouble plus commun que ce qu'on pense et qui peut avoir de sérieuses conséquences au niveau de la santé. Donc ici, par contre, ce qui est mal connu, c'est quels sont les déclencheurs de ces crises de trichotillomanie. Donc, vous avez commencé à vous habituer, on a fait exactement le même type de méthode. Donc on a échantillonné un certain nombre de situations, d'accord, 50 des situations. Donc là, on a demandé aux patients atteints de trichotillomanie de nous dire quelles sont les situations dans lesquelles ils ont souvent des crises et quelles sont des situations dans lesquelles ils n'en ont pas. D'accord ? Donc on a pu avoir tout un groupe de situations qui sont soit déclenchantes, soit non déclenchantes. Et on a identifié, donc toujours pareil, des prédicteurs d'intérêt qui vont nous permettre de prédire la crise de trichotillomanie chez les participants. Donc la fréquence, donc à quel point, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça nous prendrait trop de temps, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai, mais ça nous prendrait trop de temps. Et l'idée, c'est qu'on a donc identifié un certain nombre de facteurs et on veut voir pour chaque patient quel est le facteur qui va prédire les crises de trichotillomanie. Okay. Est-ce que ça va être le sentiment de contrôle pour la situation ? Est-ce que ça va être le fait qu'une situation soit positive ou négative ? Est-ce que ça va être que lorsqu'ils se tirent les cheveux, ça va réduire leurs émotions négatives durant la situation ? Donc voilà, quels vont être les facteurs pour le patient en particulier qui va prédire la fréquence de tirage des cheveux pour ce patient en particulier. Et donc là, vous voyez que vous avez quand même des profils assez divers chez différents participants. Donc ici, subtype, c'est que vous avez certains participants qui vont tirer leurs cheveux de manière focus, donc ça veut dire de manière consciente, qui vont vraiment le faire de manière consciente, de manière très contrôlée, et d'autres patients qui vont le faire de manière automatique. D'accord ? Donc en fait, ici, vous avez bien deux groupes, deux types. Et donc pour chacun des types, par exemple, vous avez certains participants qui vont se tirer les cheveux dans des situations qui procurent de l'éveil émotionnel, de l'éveil corporel. Et d'autres pour lesquels c'est pas important. Ici, vous avez des participants pour lesquels se tirer les cheveux va avoir de fortes conséquences à long terme, et d'autres pour lesquels c'est pas le cas. Okay ? Donc encore une fois, ça va informer le clinicien, savoir quel type d'intervention il va pouvoir avoir pour aider le patient à moins tirer ses cheveux. Donc les limites et les perspectives du SAM Square, c'est tout d'abord les limites, c'est le fait qu'ici on évalue évidemment des corrélations, d'accord, pas de causalité. Tout ce qu'on peut voir, c'est à quel point nos facteurs sont corrélés avec la fréquence de tirage des cheveux, avec la régularité de consommation, etc. Aussi, on a un peu le problème pour l'instant de validité externe. Donc là-dessus, on y travaille, mais par exemple pour les habitudes, on demande aux participants la régularité. On ne peut pas les vérifier dans la vie des gens si effectivement cette régularité-là est celle que les participants donnent. D'accord ? Donc il faudrait quelque chose qui nous permette de vérifier si on prédit bien ce qu'on cherche à prédire.
Pareil pour la trichotillomanie, on ne peut pas vraiment vérifier si on prédit les tirages de cheveux, puisqu'on n'est pas là on n'est pas présent, d'accord, pour vérifier leur fréquence de tirage de cheveux dans telle situation. En termes de perspective, là je voulais un petit peu montrer sur ces 3 exemples, mais on peut appliquer cette méthode-là sur virtuellement tous les comportements de santé. Donc on l'a déjà développé, on a déjà commencé à le développer pour le stress, aussi pour tout ce qui est hydratation, et il y a plein d'autres, peut-être que vous aurez des idées, domaines d'application possibles. Donc je voudrais remercier mes anciens collègues à l'Université de Glasgow, avec lesquels on a réalisé ces travaux-là, et je vous remercie pour votre attention. Des questions ? Désolée, j'ai eu un petit problème de micro. Si vous avez des questions, merci beaucoup pour cette conférence. Si vous avez des questions, on vous fera passer des micros. Ah. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que la dimension culturelle, elle a été prise en compte dans les variables contrôle, ou est-ce qu'il y avait des conditions dans les échantillonnages et dans les questionnaires, dans les tests des participants de l'expérience? Je me pose cette question parce que parfois la culture peut avoir un effet sur les habitudes et aussi sur l'alimentation. Notamment l'exemple de l'alcool, par exemple. Il y a certaines cultures où il n'y a pas du tout d'alcool, d'autres où c'est dans le quotidien. Est-ce que cette dimension-là, elle a été prise en compte dans votre étude? Alors c'est un très bon point. Ma réponse va être simple, non. Pas plus que ça, mais c'est vrai que ça devrait l'être. La seule manière dont c'était un petit peu contrôlé, c'est qu'au final, c'est sur les critères de sélection, c'est qu'on a pris, en gros, la plupart des participants, c'était des étudiants britanniques. Donc au niveau culturel, ça garantit pas que ce soit complètement uniforme niveau culturel, mais c'est vrai que effectivement, c'est un facteur qui peut être très important. Je suis d'accord avec vous. Ça serait potentiellement quelque chose à rajouter sur nos questionnaires, démographiques au début d'expérience. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Alors, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question par rapport à vos questionnaires. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée d'aller dans des structures justement où les gens vivent en communauté et qu'on peut les voir vivre, comme par exemple des hôpitaux psychiatriques, pour justement faire ces mêmes expériences et peut-être, dans certains cas, pouvoir améliorer la vie du patient dans sa pathologie? Alors, dans les projets de mise en application du questionnaire, il y a effectivement le projet de collaborer avec des hôpitaux, pas forcément qu'avec des hôpitaux psychiatriques, mais en tout cas avec le champ médical pour effectivement essayer de les appliquer en hôpitaux. C'est aussi un milieu où on a plus de contrôle, où on peut mesurer les choses. Donc effectivement, il y a des projets en ce moment de collaboration avec des hôpitaux pour appliquer ce questionnaire. Dans votre diapo, la dernière diapositive, il m'a semblé qu'il y avait écrit hydratation. Puis je voulais savoir quel lien de causalité on peut faire entre la trichotillomanie et l'hydratation. Il n'y en a pas. C'est plus, en fait, c'est plus que l'idée, c'est que par rapport à l'hydratation, je ne fais pas de lien avec la trichotillomanie. C'est juste à adapter ce type de questionnaire aux problèmes d'hydratation. Voilà. Donc c'est un problème qui est de plus en plus fréquent, notamment aux États-Unis, avec les personnes qui arrivent pas à s'hydrater suffisamment dans la journée. Donc essayer de comprendre dans quelle situation les personnes s'hydratent et dans quelle situation les personnes ne s'hydratent pas pour aider à l'hydratation dans la vie de tous les jours. Bonjour. Merci pour votre conférence et je voulais juste savoir quel était votre nom, s'il vous plaît. Léo du Trio. Ok.
Ouais, merci encore. Une petite question sur la méthode, sur quand vous dites est-ce que vous faites ça fréquemment ou pas. Est-ce que vous donnez des notions aux gens en fait de ce que c'est, par exemple boire beaucoup d'eau, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc est-ce que c'est juste laissé à l'appréciation des gens eux-mêmes s'ils pensent qu'ils en boivent assez, pas assez, ou s'il y a vraiment du quantitatif derrière? Non, là pour le coup, c'est une limite de tous les. Pour le coup, on va pas avec cette méthode-là, on n'arrive pas à se dégager de toutes les limites des questionnaires. Où effectivement, il y a toujours une part de subjectivité, et c'est pour ça qu'on a un problème c'est pour ça que c'est important pour nous de valider de manière externe pour voir si effectivement on arrive à prédire la vraie fréquence avec ce type de questionnaire. Mais effectivement, après, ce qui reste intéressant là-dessus, c'est que comme par rapport au niveau d'un individuel, comme la notion de fréquence est similaire pour soi-même, c'est que quand on va prédire la fréquence d'un individu, la fréquence d'un comportement pour un individu donné, eh bien, on a plus de chances pour que la fréquence, en tout cas pour cet individu-là, veuille dire la même chose d'un item à l'autre. Et donc et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des modèles. D'ailleurs, en termes de statistiques, on explique beaucoup mieux les données au niveau de l'individu qu'au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'un individu donné prédit bien prédit très bien sa propre régularité avec les jugements qu'il a fait avant. Mieux que le groupe. Merci. Du coup, je me demandais, l'application de votre questionnaire, il reste sur l'idée d'être utile pour les politiques de santé publique, ou il y aurait une application future peut-être pour accompagner vraiment sur les thérapies individuelles. Je pense aux États-Unis où ils développent de plus en plus, où les médecins ils accompagnent de plus en plus à partir d'applications téléphoniques pour enregistrer les habitudes quotidiennes. Est-ce que ça peut être c'est quelque chose qui est envisagé? C'est tout à fait le projet. C'est le projet. Okay. Notamment, là, je ne l'ai pas présenté parce que ça reste un petit peu... mais sur le stress. Donc on a développé déjà pas mal de choses sur le stress, et là il y a déjà une application. On est déjà en train de créer une application qui va utiliser ce principe-là pour comprendre qu'est-ce qui prédit le stress des gens et aider les gens à gérer leur stress selon les situations. Donc vraiment cette idée d'application dans la poche pour aider les participants, et qui va avec toute cette idée de journal quotidien, etc. Donc c'est tout à fait dans l'esprit. Par contre, au niveau clinique, le problème qu'on peut avoir, c'est que par exemple, le premier questionnaire que je vais présenter, c'est 80 fois 6 items. Donc si on veut faire ça rapidement, ça peut être compliqué. Donc il va falloir qu'on prévoie des versions avec moins d'items, peut-être moins de questions, voilà. Essayer que ce soit plus applicable parce qu'au niveau clinique, on n'a pas toujours 2 heures à faire, on n'a pas toujours 2 heures à prendre pour faire un questionnaire. Donc il va falloir. Tout à fait. Ça va dépendre du contexte clinique, oui. Merci beaucoup, déjà. Moi, c'était juste au niveau du lien de causalité, comment vous comptez l'établir? Déjà, alors, le lien de causalité, on peut pas. Effectivement, ouais. On peut pas aller changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une idée que. En fait, avec un questionnaire, c'est très difficile d'aller au-delà de ça. Ça reste, c'est une limite de notre questionnaire, comme c'est une limite de tous les questionnaires. Donc là-dessus, à part faire des expériences pour modifier pour jouer sur un facteur pour voir s'il y a un effet sur la régularité, c'est pas un questionnaire qui va réussir à régler le problème de causalité. Et du coup, ma deuxième question, c'était quels sont vos projets actuels? Est-ce que c'est du coup l'application? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres études? Alors, il y a donc les études qui ont été... le gros projet en ce moment, c'est quelque chose que vous n'avez pas présenté parce qu'il y a des brevets derrière, mais c'est sur le stress. Donc c'est vraiment le projet actuel, c'est vraiment l'application qui permet, une application sur téléphone qui permet aux gens de comprendre qu'est-ce qui provoque leur stress et comment gérer leur stress en fonction de ça. Donc c'est vraiment pour l'instant c'est le gros projet qu'on est en train de mener. Bien. Merci également pour toutes ces infos. Ma question, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais est-ce que vous êtes intéressé aux pratiques artistiques, à ce qu'elles peuvent générer, tout ce qui est, par exemple, pratique de l'instrument de musique, tout ce qui peut générer justement une habitude. Est-ce que c'est des choses qui peuvent avoir justement un lien avec
avec tous vos travaux de recherche? Alors le lien de la musique, c'est le seul lien que je vois. Alors c'est pas mes recherches, c'est pas mes recherches personnelles, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec l'aspect thérapeutique de la musique et de la danse, qui est maintenant assez bien établi au final. Donc c'est les liens que je vois avec la musique, mais avec mes recherches en particulier, j'en ai pas encore fait, mais il y en a probablement que je vois pas tout de suite. On va devoir arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi intéressés. Merci encore Léo du trio. Et alors là, du coup, il y aura une prochaine conférence qui va commencer très bientôt. Et un vrai faux sur les neuromythes, également une activité au Salon de l'Hirondelle, si ça vous intéresse. Voilà.